Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour ce dialogue avec Bernard Lecomte, qui est ici à côté de moi, qui est un homme assez extraordinaire, parce qu'il cumule des qualités qui sont assez inédites. En effet, Bernard Lecomte, qui a une grande carrière journalistique et d'auteur et d'écrivain d'histoire aujourd'hui, est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts, quasiment par cœur, le Saint-Siège, le Vatican, l'histoire des papes. Il est incollable sur le sujet, mais il est également incollable sur l'histoire longue et récente des pays de l'Est de l'Europe, et incollable également sur le communisme. Donc ça fait quand même quelqu'un qui a une triple casquette et qui en plus a le bon goût dans ses livres d'évoquer des histoires qu'on ne trouve pas dans les grandes monographies ou biographies qu'on peut lire sur ces trois sujets évoqués. Euh, on a peu de temps, mais on va quand même essayer d'évoquer deux des grands sujets qui vous tiennent à cœur et qui font l'objet de vos derniers livres, qui sont justement ces secrets, à la fois les secrets du Vatican. Vous avez publié deux livres sur le sujet, les secrets du Vatican et les derniers secrets du Vatican. Il y en aura peut-être un troisième, les ultimes derniers secrets Les du Vatican. nouveaux secrets du Vatican. Et puis évidemment les secrets du Kremlin qu'on a un peu abordé hier avec notamment avec Hélène Carrère d'Ancos, mais euh, si je puis dire, il y en a encore sous la pédale à ce sujet. Mais d'abord, première question pour essayer de synthétiser tout ça, comment on s'intéresse à la fois aussi en détail à des sujets aussi divers? C'est ne pas choisir. Est-ce qu'il y a un lien entre les secrets du Kremlin, les secrets du Vatican, par exemple, qu'on ignorerait? Alors d'abord, il y a une réponse personnelle qui tient au hasard de la vie. Il s'avère que moi, je suis arrivé au journalisme par Sciences Po et surtout par les langues étrangères. J'avais appris le polonais et le russe au Langso et l'allemand au lycée. Et c'est comme ça que j'ai été engagé un jour au journal La Croix pour traiter les questions de l'Est. Ils avaient besoin de quelqu'un, en effet, qui ne soit pas désarçonné en Pologne, en Russie, etc. Donc j'ai commencé comme ça et j'ai passé 20 ans de ma vie, les 20 premières années de ma vie de journaliste, sur l'Europe de l'Est, le Kremlin, Moscou. Et j'ai eu cette chance absolument phénoménale, que ce soit pour La Croix ou ensuite pour l'Express, de traiter la fin du communisme, Solidarność, Walesa, Gorbatchev et la fin de l'URSS. Ça, c'est la chance, tout simplement. Si j'avais couvert le même sujet 20 ans plus tôt, je me serais payé Andropov, voilà, Brejnev. Khrouchtchev, Andropov et Brejnev. Donc j'ai eu cette chance formidable. Et puis, il y a un personnage qui m'a frappé dans cette aventure. Je l'ai rencontré en Pologne en 1979 dans un voyage officiel qui s'appelait Jean-Paul II. Et Jean-Paul II, qui a joué un rôle colossal dans toute cette aventure, pas toujours visible, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus justement. Et Jean-Paul II m'a paru tellement intéressant et tellement important que j'ai fait un premier livre après la chute du mur de Berlin, et puis j'ai fait sa biographie. Et vous savez, quand on fait la biographie d'un pape, on passe 4 ans, matin, midi et soir, sur ce personnage, en plus pas n'importe quel pape. Eh bien, quand vous avez passé ces 4 ans-là, c'est comme si vous aviez un diplôme de théologie, parce que, évidemment, vous avez découvert le Vatican sous toutes ses facettes, historiques, géographiques, spirituelles, religieuses, etc. Et moi, je me suis pris de passion pour les deux endroits, vous l'aurez compris, qui sont le Kremlin et le Vatican, qui sont deux lieux de pouvoir absolument formidables, où il s'est passé plein de trucs, où on rencontre à chaque pas des personnages inouïs, parfois positifs, parfois négatifs, où il y a des enjeux extraordinaires. Et donc je me suis amusé à gratter, puis petit à petit, je me suis spécialisé jusqu'à faire de ces deux lieux voilà, mon univers littéraire. Et c'est seulement à ce moment-là, pour répondre à la deuxième question de Jean-Christophe Buisson, c'est là que je me suis rendu compte que les deux endroits étaient en effet très, très ressemblants. Deux lieux de pouvoir, je l'ai dit, avec une histoire extraordinaire. Et j'ai découvert au passage que d'où vient le Kremlin? Ça vient d'où le Kremlin? Ça vient de l'époque de Ivan III. Hein, les historiens se rappellent, Ivan III, c'est le grand-père d'Ivan le Terrible. Et Ivan III avait décidé, après la chute de l'Empire romain et après la prise de Constantinople, que Moscou serait la troisième Rome. Vous vous rappelez, ça c'est un tournant colossal dans l'histoire de l'Europe. Quand Moscou dit, ben voilà, maintenant c'est nous, la capitale religieuse chrétienne, c'est nous, la troisième Rome. Et savez-vous ce que Ivan III a fait pour construire la forteresse de sa troisième Rome? Il a engagé
architecte et maçon romain. Et ça, c'est évidemment un petit peu les hasards de l'histoire, mais franchement, c'est plus qu'un symbole. C'est-à-dire que pour refaire un lieu de pouvoir comme le Vatican, sa troisième Rome, il en a fait une forteresse, lui aussi en briques rouges, avec à l'extérieur de la forteresse une immense esplanade où il se passe plein de trucs. C'est exactement la même chose. Alors pour faire le pont, pour continuer dans cette veine, justement, dans vos secrets du Vatican, vous évoquez la mort étrange, peut-être suspecte, de Jean-Paul Ier. Vous vous souvenez, ce pape qui n'a régné que quelques semaines, dont la mort avait apparu d'autant plus suspecte, et c'est là où je fais un pont avec le Kremlin, que quelques jours auparavant, je crois, il avait rencontré le patriarche de l'Église orthodoxe de Russie, au point qu'on s'est demandé il ne s'était pas dit des choses, il n'était pas passé des choses, il n'était pas signé des choses à cette époque. Mais vous, dans votre chapitre, vous avez une autre théorie, c'est peut-être un des chapitres les plus marquants de ce livre, des secrets du Vatican, parce que vous avez une théorie définitive sur la mort de Jean-Paul Ier. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore, on ait vraiment ça en tête sur cette mort. Non, ce qui est formidable dans les secrets du Kremlin ou les secrets du Vatican, c'est précisément que dans ces endroits-là, il se passe des choses inouïes qui ne font pas toujours la une des journaux. Et en effet, le patriarche, qui était d'ailleurs un métropolite, Nicodime, du patriarcat de Moscou, qui rencontre le tout nouveau pape Jean-Paul Ier et qui meurt dans son bureau. Ça n'a pas fait la une des journaux, ça a fait un entrefilet. Mais enfin, avouez que c'est quand même inouï que le numéro 2 de l'Église orthodoxe russe meurt dans le bureau du nouveau pape dont on ne sait rien encore à ce moment-là. Ce malheureux Jean-Paul Ier va mourir au bout de 33 jours. Alors, il suffit qu'un pape meure, c'est là aussi où c'est rigolo. Un pape meurt, et immédiatement, on pense que c'est pas naturel, que c'est pas normal, qu'il y a des forces occultes, qu'il se passe des choses épouvantables. Et moi, je me suis toujours amusé dans mes secrets à démonter ça. Vous savez, les rumeurs, on dit aujourd'hui les fake news, qui font que tout de suite, on imagine des choses absolument hallucinantes. La vérité sur Jean-Paul Ier, c'est tout simplement que le brave Albino Luciani, qui était le patriarche de Venise, qui était un brave homme sympathique, une espèce de curé de paroisse, qui a été élu après la mort de Paul VI, donc en août 78, il a été élu tout simplement parce que les cardinaux se bouffaient un petit peu le nez entre les progressistes et les autres, et ils ont décidé finalement d'élire quelqu'un qui ferait de peur à personne, qui ferait de mal à personne, qui était ce brave patriarche de Venise, Albino Luciani. Sauf que, et c'est ça la vérité, et qui fait d'ailleurs l'intérêt de cette histoire, c'est qu'il n'était pas fait pour ça, le malheureux. Albino Luciani l'a dit très vite. Vous savez, pape, c'est un boulot épouvantable. Du matin au soir, audience, dossier. Dès que vous dites un mot de travers, c'est la terre qui arrête de tourner. C'est un métier invraisemblable. Et lui, il s'est rendu compte très vite, à voir les parapheurs qui arrivaient, etc., qu'il ne tiendrait pas le coup parce qu'il n'était pas fait pour ça. C'était une erreur de casting du Saint-Esprit, sans doute, mais il a pas, lui-même l'a dit à ses petites religieuses. Je crois qu'il a 75 ans, c'est ça? Il a 76 ans, ouais. Il est malade. Mais comme c'était au mois d'août, on n'a pas eu son bulletin médical, personne n'avait pensé qu'il pourrait se passer des trucs. En réalité, il prenait des pilules tous les jours, et notamment des anticoagulants. Et le soir de sa mort, il n'avait pas pris ses pilules, il était extrêmement stressé. Et quand on a reconstitué minute par minute ce qui s'est passé, on a compris que... Alors, est-ce qu'en prenant pas ses pilules, il a eu un geste... Il a fait exprès ou pas? Ça, on ne le saura jamais. Vous avez l'air de dire qu'il a quand même... On ne sait jamais ça. Comment voulez-vous? Vous pensez bien qu'un pape qui se suicide, c'est quand même bizarre. Donc, même lui, s'il l'a fait, jamais il ne l'aurait dit, évidemment. Donc là, bien sûr, il y a un mystère. Mais en même temps, c'est pas là-dessus que ça s'est joué après. C'est parce que, figurez-vous, que la personne qui l'a trouvé mort dans son lit, c'était une de ses petites religieuses. Et ça, au Vatican, c'est insupportable, c'est inimaginable. Il ne faut surtout pas dire que c'est une femme qui était entrée dans le bureau du pape à 5 h du matin. Alors, du coup, alors on va dire que c'est un de ses secrétaires. Et évidemment, quand on a fait l'enquête, on s'est rendu compte que le secrétaire n'était pas là. Qu'est-ce que ça cache? Alors, on n'a pas fait d'autopsie. Évidemment, on n'a pas fait d'autopsie parce que pour tout le monde, il était mort d'une crise cardiaque dans son lit, basta. Sauf que, pourquoi n'a-t-on pas fait d'autopsie? Et voilà un livre et 2 livres. Il y a un de nos confrères, cher Jean-Christophe, qui s'appelle David Yallop, qui a fait sa fortune avec ça, qui a fait un livre
qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde entier, où il pointe simplement les petites choses anormales de la mort de Jean-Paul Ier. Encore une fois, la mort de Jean-Paul Ier, quand on regarde ça, on se rend compte que c'est la mort de quelqu'un qui, effectivement, ne devait pas être pape, qui en a beaucoup souffert. Et les petites religieuses, quand on les a interrogées, disent, mais de temps en temps, ils disaient, il faut que Dieu me rappelle, il faut que Dieu me rappelle. Bon, voilà. Et dans les petits mystères qu'on trouve dans ces sujets-là, il y en a un qui est accessoire, bien sûr, mais vous allez avouer que c'est quand même formidable. Un jour, il dit à l'un de ses secrétaires, il faut que Dieu me rappelle et il faut que Dieu nomme cet étranger-là, comment s'appelle-t-il? Wojtyła, là, le Polonais. Voilà. Et c'est effectivement Wojtyła, le Polonais, qui, après sa mort, va être choisi par le conclave. Alors, il y a un autre pape qui cristallise un petit peu tout ce que vous venez de dire, à la fois parce qu'il y a la présence aussi d'une petite religieuse pas loin, et au sujet duquel aujourd'hui encore un certain nombre de fantasmes, de clichés, peut-être de contre-vérités sont véhiculés, c'est Pie XII. Pie XII qui a quand même été le pape de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qu'on accuse, qu'on suspecte, qu'on condamne parce qu'il n'aurait pas justement lui-même condamné le nazisme, il aurait même été un peu complice du fascisme italien nazi. Donc vous faites un petit peu un sort à tous ces fantasmes en nous rappelant que toutes ces rumeurs sont parties d'une pièce de théâtre des années 60 qui a donné cette image de Pie XII. Mais il y a aussi sa rencontre avec De Gaulle, il y a aussi cette religieuse dans son ombre. Comment on peut voir Pie XII aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le pape presque le plus important du XXe siècle, en tout cas qui a généré le plus de mystères, de secrets? C'est sûrement le plus important, parce qu'il a été évidemment le pape de la guerre, le pape de l'après-guerre. Le pape, pour nous, il est mort en 58, donc c'est quand même une période absolument capitale. Le pape de l'Europe, c'est le pape qui a le plus soutenu l'Union européenne. Parce que les papes suivants vont être évidemment pour l'Europe, mais ils vont, eux, se placer dans l'universel, ils vont plus défendre les Nations Unies, etc. Celui-là, c'est celui qui a le plus poussé à la création de l'Europe. Pie XII, c'est un personnage magnifique, parce que pour quelqu'un qui cherche justement des secrets, des histoires un peu curieuses, il y a effectivement l'histoire de sa gouvernante. Rien que cette histoire-là mérite le détour, parce que cette petite religieuse, on voit bien sur la photo qu'en plus elle est très jolie. Pascalina. Bon, Pascalina, 23 ans, qui se retrouve au service du nonce en 1917. 1917 à Munich, vous vous rendez compte? Ça remonte au tout début de l'histoire de ce pape. Et cette femme qui va être jusqu'au bout auprès de lui, jusqu'au bout. Vous imaginez, pendant ces dizaines d'années, le nombre de moments où ça a jasé. Et cette femme-là va être sur son lit de mort. Il y a cette histoire. Il y a l'histoire, en effet, des silences de Pie XII. Je fais le ressort. Alors, cela dit, c'est très compliqué. Les silences de Pie XII, que j'ai essayé de faire, moi, surtout, c'est de les expliquer. Je ne justifie pas, bien sûr. Je ne les nie pas non plus. Ça va de soi. Hein. Pie XII aurait probablement pu dire des choses qu'il n'a pas dites, c'est clair. Mais en même temps, là encore, comme c'est le pape, comme c'est la guerre, ça part dans toutes les directions. Là, après la guerre, on dit, mais vous voyez bien que ce pape était quand même assez proche des nazis, puisqu'il a organisé une filière nazie pour que les anciens criminels puissent partir. Là, en Amérique du Sud. Oui. Enquête faite, c'est évidemment pas lui. En revanche, c'est une église, oui, allemande, oui, qui s'est occupée de tout ça en 47, 48, mais c'était pas Pie XII. Et en effet, cette pièce de théâtre tout à fait extraordinaire, qui s'appelle Le Vicaire, en 1963, qui va complètement retourner l'image de ce pape. Il ne faut pas oublier que quand le pape est mort, Pie XII, en 1958, toute la terre est à ses obsèques, y compris Madame Goldamer, qui dit que c'est un grand ami des Juifs. En 58, Pie XII a une image complètement positive. Et c'est à partir de cette pièce, alors là aussi, je raconte tout ça au millimètre, parce que c'est toujours passionnant de voir qui l'a écrite, qui l'a recorrigée, qui l'a mise en scène, etc., qui l'a exploitée. En 2 ans, à cause ou grâce à cette pièce, Pie XII a complètement changé d'image et est devenu cet homme très contesté aujourd'hui. Alors, il nous reste très peu de temps pour évoquer les secrets du Kremlin, donc je vous donne juste un petit peu quelques titres de chapitres. Pour vous donner une idée, vous évoquez évidemment le pacte germano-soviétique, vous évoquez le coup d'État de 1917 en expliquant qu'il s'agit moins d'une révolution effectivement qu'un coup d'État Katyn, ce fameux le mensonge du siècle, vous l'appelez, la visite de Gaulle au Kremlin en décembre 1944 que Hélène Carrère-Dancos évoquait hier, et puis surtout la fin que vous connaissez bien puisque vous étiez là-bas, puisque vous avez couvert ça, et notamment la chute du communisme et surtout l'irruption de Gorbatchev, dont vous avez publié une biographie de référence, qui est la grande biographie française, qui existe en poche. Gorbatchev est toujours vivant. Et je voudrais qu'on se termine là-dessus.
On a le sentiment quand même que Gorbatchev a fait basculer le destin non seulement de la Russie, mais du monde, et qu'aujourd'hui, il est quand même victime d'une espèce d'indifférence. Alors en Russie, c'est phénoménal, il est même haï en Russie, mais même en Europe, on a l'impression qu'on a complètement oublié qui était Gorbatchev. C'est vrai que quand vous réalisez tout simplement, ceux d'entre vous qui aiment un peu l'histoire, citez-moi un personnage qui a, de son propre chef, par sa volonté personnelle, changé à ce point l'histoire. Il faut remonter à Churchill et à De Gaulle. Mais depuis, il n'y a pas d'autre exemple. Rappelez-vous simplement en 2 mots qu'on doit à Gorbatchev la chute du mur de Berlin. C'est lui. C'est à lui qu'on doit ça. On doit à Gorbatchev la fin du goulag. Ça a l'air de rien, mais rappelez-vous nos bagarres, nos luttes, etc., autour des droits de l'homme et du goulag. On doit à Gorbatchev la fin de la guerre froide, excusez du peu. On doit à Gorbatchev la fin de l'URSS. Alors ça, c'est clair, il ne l'a pas fait exprès, mais on pourrait en parler des heures. Et puis, au fond, on doit à Gorbatchev la fin du communisme. Au point, et c'est pour répondre à votre question, le communisme a tellement disparu, a tellement été évacué de nos consciences politiques, de nos débats, de nos cénacles, qu'aujourd'hui, c'est terrifiant. Tout le monde s'en fout. Je suis moi-même stupéfait. Rappelez-vous, en octobre dernier, c'était le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre. C'était quand même pas rien. On aurait pu penser, un peu comme pour mai 68, qu'on allait voir des spéciaux dans les journaux, une avalanche de livres, des colloques, etc. Rien. Rien. Pas une émission de télévision. Rien. Pourquoi ? Parce qu'en Russie, on n'a rien fait non plus. Parce que pour Poutine, c'était pas très bon de rappeler ces sujets-là. La révolution, il n'aime pas ça. Et puis Poutine, comme vous savez, est l'héritier de l'URSS, mais il n'est pas du tout communiste, lui, personnellement. Et donc Poutine avait dit rien du tout. Donc il n'y a pas eu un défilé sur la place rouge, pas un film pour je sais pas, la communauté étrangère. Rien à Moscou, rien à Paris, rien du tout. Il ne s'est rien passé pendant un siècle. Il y a eu une petite exposition quand même à Moscou. Un dernier mot, vraiment quelques secondes. Vous qui connaissez vraiment très bien ce pays et ses dirigeants, puisque vous nous racontez tous leurs petits secrets depuis un siècle. Poutine, quelle impression, quel sentiment il vous inspire ? Un seul mot, une seule image, que je reconstitue parce que je n'y étais pas et on n'a pas pris la photo. 9 novembre 1989. 9 novembre 1989. Le mur de Berlin s'effondre, s'ouvre. Le jeune lieutenant-colonel Vladimir Vladimirovitch Poutine, 31 ans, est à Dresde. C'est le rêve de sa vie, d'être au KGB, à l'extérieur, pour défendre la patrie du communisme, sa patrie, la Russie, l'URSS, etc. Et le jeune Poutine, qui arrive au sommet de ses rêves, voit le mur de Berlin s'effondrer et comprend en quelques minutes qu'il ne sert plus à rien, que le monde a complètement changé et que son pays n'est plus rien. Si vous avez cette image-là, vous comprenez tout ce qui se passe. Vous comprenez très bien pourquoi Poutine dit ceci et cela et pourquoi il est suivi par sa population. Il ne faut jamais oublier que Poutine, il y a quand même 80% des Russes qui sont pour lui. Il y a quand même pas mal de chefs d'État ou de dirigeants qui rêvent du tiers de ce chiffre. Pourquoi Poutine est-il l'incarnation de cette Russie-là ? Parce qu'il a vécu, comme tous les Russes, l'effondrement de son histoire, de sa culture, de son idéal, de son avenir. Et alors, voilà ce qu'il a en tête, comme tous ses contemporains. Et son but à Poutine, il est simple. Il n'est pas du tout de reconstruire le communisme. Il n'est pas du tout de refaire du Lénine. Pas du tout. Il est de remettre son pays là où il était, c'est-à-dire en face des États-Unis. N'oublions jamais qu'à cette époque, il y a 2 superpuissances dans le monde que tout le monde craint, c'est les États-Unis et l'URSS. Si vous voulez, si Staline est toujours aussi présent dans nos représentations, ça n'est pas du tout le Staline des procès, du goulag, de la terreur. C'est un Staline très particulier. C'est le Staline qui est sur la photo de Yalta, vous savez, les accords de Yalta en 1945. Il y a Churchill, Staline, Roosevelt, et ces 3-là se partagent le monde. Eh bien, voilà la photo que probablement Poutine a accrochée au-dessus de son lit. Quitte à être, oui, et qui voudrait refaire, quitte à être tout seul sur la photo. Merci beaucoup, Bernard Lecomte. Je rappelle vos livres, Les secrets du Vatican, Les derniers secrets du Vatican et Les secrets du Kremlin, bien sûr, tous ces livres étant publiés chez Perrin. Merci beaucoup.